Bonjour à tous et bienvenue dans Ta Vue, le magazine présenté par les étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme aujourd'hui, la hausse de la CSG pour ou contre. Nous irons ensuite faire un détour dans une association qui lutte contre les publicités. Et enfin, nous irons rencontrer le LOSC, l'équipe de football lilloise, pour entre autres parler du match d'Amiens. Et tout de suite, nous allons commencer par un thème fort, la hausse de la CSG. Nous avons deux cas qui s'affrontent, les syndicats et le clan Macron. C'est Juliette qui a essayé d'en savoir plus aujourd'hui. Jeudi 28 septembre, ils étaient des milliers de retraités dans la rue à manifester contre la hausse de la CSG, une réforme toujours défendue par En Marche. Cette hausse de la CSG, c'est plutôt une bonne chose, parce que la CSG est un impôt qui permet en fait à chacun de payer un petit peu. Et donc pour assurer la solidarité nationale, je trouve que c'est une très bonne chose, d'autant que les retraites aujourd'hui ne sont pas forcément financées. Donc je pense que c'est vraiment très bien qu'ils mettent ça en place. Demander un petit effort aux retraités me paraît vraiment tout à fait concevable dans l'idée toujours de cette solidarité, entre les retraités, puisqu'en plus le financement de cette CSG, c'est surtout pour que les retraités soient solidaires entre eux, et ensuite solidaires avec les actifs, en particulier ceux qui sont au chômage, pour leur permettre justement d'accéder à l'emploi en réduisant le coût du travail. Mais pour la CGT, cette réforme défavorise surtout les fonctionnaires et les retraités. De quoi s'opposer à cette réforme? Explication. Déjà, la CGT s'oppose à la hausse de la CSG de 1,7% pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par exemple, si on prend l'exemple des fonctionnaires, il n'y aura pas de gain de pouvoir d'achat, mais ça sera une perte sèche sur le pouvoir d'achat de tous les fonctionnaires. Deuxième point, sur les retraités, il y aura également une perte nette du pouvoir d'achat des retraités. Alors quand on connaît déjà la situation au jour d'aujourd'hui des retraités, c'est pour le moins problématique. Si le gouvernement assure que cette réforme pourrait augmenter le pouvoir d'achat des salariés, certains retraités estiment quant à eux que leur train de vie sera une nouvelle fois impacté. Il faut bien vivre. Mais bon, moi j'ai la chance, entre guillemets, de vivre en couple. Je suis mariée, mon mari a sa retraite aussi, qui est moins importante que la mienne. Mais tant qu'on est à deux, ça va. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Puisque après, il y a déjà le loyer qui représente un tiers des revenus. Donc après, il y a toutes les charges, les impôts et tout ça, la taxe d'habitation, enfin bref. Et avec ce qui reste, il faut se nourrir. Et puis les loisirs, c'est vraiment maintenant du superflu, comme on peut dire. La hausse de la CSG est un débat où les désaccords sont multiples. La prochaine manifestation est prévue le 10 octobre prochain pour dénoncer, entre autres, ce projet. Et Juliette nous a rejoint en plateau. Bonjour Juliette. Bonjour Julia. Alors très clairement, en une phrase, la CSG, c'est quoi? Donc la CSG, c'est la contribution sociale généralisée. Et en fait, c'est un impôt qui finance la protection sociale. Et donc cette hausse de la CSG, est-ce que ça concerne tous les retraités? Alors non, ça ne concerne pas tous les retraités. Ça concerne donc les gens qui touchent une retraite d'au minimum 1 200 € et donc qui sont concernés par cette hausse de 1,7 point de la CSG. Mais pourquoi le gouvernement cherche à mettre une mesure en place comme celle-ci? Alors le but du gouvernement, donc c'était une promesse d'Emmanuel Macron, c'était d'augmenter le pouvoir d'achat des salaires nets. Et pour ça, donc, il avait promis de supprimer les cotisations chômage et les cotisations maladie. Et pour y arriver, il voulait financer cela par cette hausse de la CSG. Et donc on le voit dans le reportage, les deux partis sont vraiment très opposés, ils ne s'entendent pas. Est-ce qu'une discussion a été mise en place ou est prévue entre le gouvernement une discussion a effectivement eu lieu il y a quelques jours où les syndicats ont été reçus non pas par le président mais par la ministre de la Santé. Alors qu'ils voulaient voir le président? Tout à fait. Donc encore une fois, ça a été mal reçu par les gens qui s'opposaient à cette réforme. Et donc une autre grève est également prévue le 10 octobre prochain pour, entre autres, manifester contre cette hausse de la CSG. Très bien, merci Juliette. Et donc maintenant, nous allons parler de Résistance à l'agression publicitaire, une association qui veut lutter contre ce trop-plein de publicité. Vous aimez la pub? Oui. Vous trouvez qu'elle est suffisamment présente, trop présente, pas assez présente? Normalement présente. Alors je suis très allergique à la publicité. En même temps, je peux reconnaître que parfois il y a un travail esthétique, un travail de l'image qui peut m'amuser, je ne veux pas dire le contraire. La publicité, voilà une institution de notre société qui divise.
Cette semaine, pour T'as vu, nous sommes allés à la rencontre de l'association Résistance à l'agression publicitaire qui a posé ses quartiers à Hélène. C'est une association qui existe depuis 25 ans maintenant et qui est répartie sur une quinzaine de villes, donc on a des groupes locaux un peu partout. Sur l'île, ça fait 2 ans et demi qu'on existe maintenant. Donc le but, c'est de lutter contre le système publicitaire, donc sans toutes les formes qu'on peut voir. Après, on se concentre beaucoup dans la rue, parce que justement, c'est là où c'est le plus visible et c'est le plus facile d'agir directement. Mais aussi, on a toute une partie où ça peut être des actions auprès du gouvernement, où on peut lutter contre certaines lois, ou essayer de pousser certains projets de loi particuliers. Notre dernière grosse action, du coup, c'était pour les Journées du patrimoine. On a fait une action de sensibilisation. En fait, on voulait être dans la proposition. Et donc, en fait, on a recouvert les panneaux publicitaires par des œuvres d'art pour faire une exposition sauvage, en fait, et montrer qu'il y a autre chose que la publicité qui pourrait être affichée dans notre rue et que c'est vraiment un choix politique derrière. Les messages publicitaires sont omniprésents dans nos vies. Difficile de ne pas être à leur contact. Plusieurs questions se posent, notamment sur quels principes la lutte contre la publicité repose-t-elle ? Alors, ce que demande Résistance à l'agression publicitaire, c'est vraiment la liberté de réception, c'est-à-dire le corollaire en fait, de liberté d'expression. On est libre de s'exprimer, mais on doit pouvoir aussi être libre de ne pas recevoir un message, c'est-à-dire que chacun puisse être libre de ne pas recevoir, en particulier les messages publicitaires qui sont imposés aujourd'hui à tout le monde. Enfin, je pense que la publicité d'aujourd'hui, elle passionne un individu qui est un consommateur avant tout, donc un individu qui est au service du système marchand, dans le sens où il va être là pour aller consommer des produits, des biens de consommation, comme on dit, des services, tout n'importe quoi, tant que ça crée du profit pour le système marchand. Et donc un individu qui va complètement être coupé aussi du sens de sa consommation, du sens de son quotidien, en fait, de ce qu'il va faire, de ses activités. Qui va perdre pied aussi peut-être avec son environnement direct, avec aussi les questions écologiques évidemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conséquences à sa consommation qui vont pas du tout être questionnées par le système publicitaire. Donc voilà, finalement c'est un individu assez déconnecté du réel. Au-delà de la lutte à résistance à l'agression publicitaire, quelles sont clairement vos revendications ? C'est-à-dire qu'on souhaite à Lille que la mairie arrête littéralement de vendre les regards des citoyens pour tirer un profit, parce que c'est ce qu'elle fait en fait, et par l'intermédiaire d'un afficheur. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à avoir un peu dans toutes les villes, donc la fin du contrat publicitaire des villes. On est contre le fait que ça soit un système qui soit pas du tout égalitaire, donc ce sera toujours les mêmes gros groupes qu'on retrouvera, qui soit du coup aussi plus importante que l'affichage politique par exemple. Parce qu'en fait, une des réclamations qu'on a, c'est qu'il sera soit au maximum les formats du 50 cm par 70, qui est le même que l'affichage politique en fait. Et du coup, on trouve ça problématique que le commercial soit plus important dans nos vies, tous les jours en fait, que le politique, alors que le politique c'est censé décider de ce qu'on va faire pour des années. Et le commercial, c'est juste un achat à un instant T. Alors Gary nous a rejoint pour parler justement de cette association. Bonjour Gary. Bonjour Julien. Alors bon, comme on dit dans le reportage, ça fait 25 ans que ça existe. Oui. Mais c'est qui ces personnes qui ont décidé comme ça de créer une association pareille ? Alors il y a des citoyens, il y a aussi des philosophes, des personnes très engagées. Je pense notamment à François Brune, qui a son domaine de recherche, c'est vraiment de s'intéresser à la publicité, ses effets et comment ça modifie notre monde. Donc à la fois des citoyens et à la fois des chercheurs et des militants qui mettent leur vie au service de ce qu'on va. Donc il y a un peu tout type de Voilà, personnes. c'est hétéroclite, complètement. Donc là, en fait, ils appuient surtout sur la liberté, donc voilà, la liberté d'expression et le fait de ne pas être influencé par cette société de consommation. Mais au final, dans le début, on voit bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas plus gênées que ça par les publicités, donc c'est pas un peu réducteur de dire la publicité, c'est pas bien. Complètement. C'est ce que l'un d'eux dit à un moment, ils ne combattent pas la publicité en soi, ils combattent une forme de publicité qui aujourd'hui est une publicité omniprésente, c'est un trop-plein. Voilà, sur nos smartphones, dans les rues, dans les magazines, à la télévision. Voilà, ils combattent le tournant qui a pris la publicité aujourd'hui, mais pas la publicité en soi, parce que ils savent bien, et je crois qu'on le sait tous, la publicité rend aussi un service, de savoir que tel magasin a ouvert, tel produit est proposé là. Il y a aussi des côtés positifs à la publicité, il faut pas jeter tout en bloc, et c'est pas non plus ce qu'ils font, quoi. Donc là, ils parlent de pas mal d'actions sauvages, mais est-ce que c'est légal de faire ça ? Alors tout ce qu'ils font, selon eux, est légal. Il n'y a pas d'illégalité pour le coup, et donc ils ont un rapport à la police des fois qui peut être un petit peu. On se dit ça doit être le jeu du chat et de la souris. Ils répondent eux que non. Tout ce qu'ils font est fait dans la légalité, quoi.
Et est-ce qu'ils vous ont parlé de prochaines actions qu'ils comptaient mettre en place? Alors oui, ils font une prochaine action le 14 octobre dans le centre de Lille. C'est une opération extinction. Donc avec des manivelles, ils vont aller éteindre les vitrines des magasins la nuit. Voilà. Donc en fait, le but, c'est vraiment lutter contre cette société de consommation qui prend peut-être un peu trop de place dans la société. Voilà. Et ce qui est dit, ce que je trouve intéressant, ils aimeraient deux choses, que les villes retirent arrêtent de donner de l'argent pour de la publicité, qu'ils arrêtent leur contrat. Et ils aimeraient aussi que la publicité n'ait pas plus d'affichage que peut en avoir la politique avec le fameux format 50 par 70 cm. Voilà, quand on voit à l'heure actuelle énormément de panneaux, 3 mètres sur 4. C'est voilà. l'omniprésence de la publicité qui gâche un peu voilà, les autres choses. Complètement. Et est-ce que, comme on dit qu'il y a plusieurs villes qui sont concernées, ils espèrent s'étendre, je suppose? Alors oui, ils espèrent s'étendre. Ils sont dans 15 villes, comme il est dit. Leur association vit plutôt bien. Et il y a un modèle qui les inspire, c'est la ville de Grenoble aussi, parce que la ville de Grenoble a retiré justement la publicité. Elle ne paye plus pour pouvoir afficher des messages et vendre le regard des gens. Là, vous parlez justement que l'association se portait bien. Est-ce qu'il y a une question de financement et si c'est fait par qui? Voilà, alors en termes de financement, c'est principalement des dons. Et en réalité, ils n'ont pas besoin d'un financement outre mesure. Voilà, c'est des actions sur le tas. Il y a aussi toute une partie de leur action qui est institutionnelle, qui est essayer de faire bouger la législation, qui est diffuser des communiqués, imprimer des tracts. Et faire signer des pétitions, voilà. Donc bon, c'est principalement les dons et voilà. Eh bien, merci Gary. Nous allons tout de suite partir du côté du domaine de Luchin où a lieu l'entraînement du LOSC. Charlotte est partie à leur rencontre pour Ta Vue. C'est au domaine de Luchin, à 20 minutes de Lille, que le LOSC s'entraîne. Le club ouvre rarement ses portes aux supporters. Actuellement 18e au classement, c'est l'occasion de montrer que les joueurs sont toujours motivés. Ce ne sont pas les fans qui diront le contraire. Je pense pas que ce soit l'équipe ni l'entraîneur parce qu'ils sont bons, ils ont dépensé vraiment beaucoup d'argent pour les recruter. C'est juste qu'il y en a, ils se connaissaient pas du tout avant, là, les 11, enfin même plus les remplaçants, donc les 18-19 joueurs ils se connaissaient pas du tout. Du coup c'est un peu compliqué, là on est qu'à la 7e journée. 8e, ouais. Donc ça va venir. Le LOSC a besoin de se connaître et d'enchaîner les victoires pour créer le groupe. Enfin ça se voit qu'ils se connaissent pas plus que ça, donc on a besoin de jouer. C'est pas grave ça, il y a la passion, il n'y a pas de classement. Quand on est passionné comme ça, il n'y a pas de problème. On va laisser le temps arriver avec tous les recrues qu'il y a eu, c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation. Moi je m'inquiète pas personnellement. Quand on voit l'effectif qu'on a et les personnes qui sont autour, je m'inquiète pas du tout. Quand on voit que Pep Guardiola il a dit du bien de cet entraîneur-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de souci à se donner, quoi. Franchement. Pour juger le projet, je pense qu'il va falloir attendre quand même quelques mois. Après, c'est sûr, si dans 2-3 mois c'est toujours le même résultat, il faudra commencer à s'inquiéter. Si les joueurs se montrent, et surtout pour soutenir les blessés du match Amiens-Lille samedi dernier. À la 15e minute, le LOSC marque, les fans se lancent sur la barrière qui cède sous le poids des supporters, faisant 29 blessés. Personnellement, je suis dans l'escalier, 3e rang. On a commencé à se fêter le but, comme dans tous les matchs, même à domicile, quand on fait un but dans l'escalier, on descend tous vers l'avant. Et là, puisque à la place on a commencé à descendre et on a attendu un crack, on est tous tombés. Et moi, j'ai de la chance de ne pas avoir de truc cassé ni rien, c'est surtout dans la tête que ça reste, mais sinon ça va. J'ai cru qu'il y aurait des blessés graves parce que par le passé, il y a eu pas mal d'événements de ce type et ça s'était très très mal fini. Donc là, on a rencontré un peu de personnes qui ont été blessées à Amiens et visiblement tout se passe bien, mais ouais, on a été super inquiets. Le stade a l'air vieux alors qu'il a été rénové il n'y a pas très très longtemps. Donc ouais, c'était un peu dangereux. On ne sait pas encore si le match sera rejoué, mais les supporters comptent bien sur une victoire de leur équipe. On gagne 1-0, Amiens ne touche pas la balle, on a des milliards d'occasions sur un quart d'heure. Si on venait à perdre le match parce que les joueurs dans leur tête c'est compliqué, je trouve que ça serait scandaleux. Vraiment. Le LOSC s'est porté partie civile dans cette affaire. La direction a reçu hier les supporters blessés ainsi que leurs familles. Les fans ont d'ailleurs eu la chance de voir l'entraîneur, Marcelo Bielsa, celui en qui tous les espoirs sont fondés, pour sortir le club de la zone rouge et espérer les sommets.
Et Charlotte est avec nous en plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour Julia. Alors tout d'abord, est-ce qu'ils sont sympas ces joueurs? Ils ont l'air sympas de loin, parce qu'ils sont venus vers les supporters, ils n'ont pas approché tout ce qui ressemblait à une caméra. Peut-être l'heure de ne pas parler, parce qu'ils sont au fin fond du classement. Donc je pense qu'ils sont très gentils, de loin. D'ailleurs, en parlant de classement, au niveau de la Ligue 1, pour rappel pour ceux qui ne s'y connaissent pas. 18e, ils sont pour l'instant en zone de relégation. 18e sur 20. Oui. Donc c'est pas fameux. Après, on n'est qu'à la 8e journée. Ils ont jusqu'à avril-mai pour remonter. Donc, Et là, on voit que vous avez rencontré donc des supporters. Malgré leur opposition qui n'est pas des meilleures, ça va? Ils les soutiennent toujours autant? Alors, on a demandé à quelques supporters comment est-ce qu'ils voyaient leur équipe. À la fin de l'année, ils les voient déjà 5e, 4e. Donc, ils ont beaucoup de confiance et c'est beau. C'est beau. Et donc là, on voit que vous êtes dans un entraînement qui est donc ouvert au public, je suppose. Est-ce que c'est souvent fait? C'est une pratique le deuxième courante de l'année. Habituellement, ils l'ouvrent plus souvent. Là, on ne sait pas, c'est un nouvel entraîneur, de nouvelles recrues. Ils ont préféré fermer. Et là, ils étaient très très contents, les supporters, que ce soit ouvert pour voir les joueurs, surtout une nouvelle recrue. Donc, je suppose, oui. Donc on va bien sûr parler au cas le plus important au niveau du LOSC, l'événement de la semaine dernière. Oui, donc le mur qui s'est effondré. En fait, c'est une barrière qui s'est effondrée. Les supporters se sont précipités sur la barrière pour fêter le but. Et la barrière s'est écroulée sous le poids, du coup. Et ça a donc entraîné la fin du match. La fin du match à 15e minute. Donc un match qui dure 90 minutes, normalement, ça fait court. Le LOSC gagnait, donc les supporters espèrent que le match va être fini comme ça, victoire du LOSC. Mais pour l'instant, il y a une enquête. Le LOSC s'est porté partie civile. Ils ont demandé aux supporters de porter plainte, chacun de leur côté, de voir un avocat. Donc, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes blessées. Il y a 29 blessés, dont 5 assez graves. Qui sont toujours hospitalisés. Il y en a quelques-uns encore à l'hôpital. Donc ils attendent la décision faite de la commission. Il y a aussi un autre, par rapport à cet événement, il y a un sujet qui a fait polémique aussi, c'est la réaction du président donc, du club d'Amiens, qui a dit que c'était donc de la faute des ultras, des supporters qui sont jetés et donc ça a été violemment. Très mal vécu. Très mal vécu parce que les supporters font ça habituellement, c'est comme ça qu'ils fêtent le but. Ils considèrent que si le stade avait été mieux entretenu, il n'y aurait pas eu de problème. Après, on ne peut pas juger, nous, le stade personnellement, les supporters non plus. Il y a une enquête qui aura lieu et c'est à l'enquête de décider si le stade est en état ou pas. Donc l'enquête là est toujours d'actualité. L'enquête a commencé et on ne sait toujours pas plus. On ne sait pas plus. On ne sait même pas si le match sera joué. C'est encore à la commission de voir si vraiment c'est le LOSC Amiens doit perdre ou le LOSC doit gagner. On ne sait pas encore. Mais d'après les supporters, les supporters lillois forcément considèrent que c'est la faute du stade. Amiens considère que c'est la faute des supporters lillois. Et ça serait dommage de perdre une victoire, je suppose. Ils ont très très envie de gagner parce que là ils sont un peu mal Donc c'est une affaire à suivre dans les prochains jours. Merci Charlotte. Et c'est déjà la fin de ce T'as vu. Retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure pour la suite de vos informations. Bonne fin d'après-midi à tous.